Merci beaucoup à tous les deux, vraiment deux interventions qui nous ont placés dans le cœur de l'action, je dirais, sous deux regards néanmoins différents et à deux échelons différents. C'est en cela que c'est tout à fait passionnant. Beaucoup de questions, j'imagine, enfin en tout cas moi j'en ai un certain nombre, mais évidemment priorité à la salle. Après, je sais pas. Donc je suis Léo Perret, doctorant en sociologie à l'Université de Lille, et donc je suis membre du programme Aproter. Votre présentation, ça m'a inspiré deux remarques. J'ai en tête la deuxième, ce serait mieux que je trouve la première d'abord. Oui, ce que vous avez fait là avec votre histoire de 10 hectares un peu éparpillé que vous avez mis en appel d'offres pour de la conversion, de l'installation. Vous disiez à la fin que vos agriculteurs, c'était mieux de leur mettre des agriculteurs en face pour discuter de la crédibilité du bio. Alors ce que vous avez raconté, ça m'a un peu fait penser à ce qui s'est passé à Los Angeles il y a déjà plusieurs années. Donc je ne sais pas si vous avez été en rapport avec eux, parce que les agriculteurs qui sont passés en bio à Los Angeles, c'était un peu le même profil, c'était que de la grande culture. Légumes de plein champ. Et en fait, c'est parce qu'il y avait un bonhomme qui avait des terres en bio sur la commune, mais dont le siège d'exploitation était hors de Los Angeles, qui est venu leur parler et leur montrer que c'était, qui a un petit peu motivé les autres en leur parlant vraiment technique. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'organiser des rencontres dans ce sens-là. Oui, alors oui, on s'est inspiré clairement de l'expérimentation de Songway. Alors nous, il y a les agriculteurs qui ont déposé un dossier. Déjà, faut se remettre un peu aussi en question ces méthodes, parce qu'on s'est aperçu que cette solution de dossier n'est pas adaptée à un public qui n'a pas fait d'études supérieures, qui a perdu l'habitude d'écrire depuis un moment, etc. Donc il faut qu'on revoie nos pratiques, quoi. Ne serait-ce que l'idée du dossier n'est pas forcément la meilleure, pour ce type de public en tout cas. Et clairement, ils voyaient ce terrain comme un laboratoire, un terrain d'expérimentation. Celui qui a été retenu sur 2,4 hectares par exemple en 2018, il dit moi le bio c'est un autre métier, donc je vais tester le bio là-dessus, et puis je garde mes 20 hectares de conventionnel pour l'instant classique de légumes, et si ce terrain-là ça marche, je fais le saut. Voilà, donc c'était dans notre logique, donc c'est pour ça qu'on l'a soutenu. Il y avait 20 hectares en conventionnel, 20 hectares de quel type, et est-ce qu'il va franchir le saut intéressant? Ouais, alors il est en légumes, il fait des légumes, c'est un maraîcher, c'est pas un céréalier, c'est pas le même métier. Et voilà, pour l'instant c'est la première année, donc il a fait sa récolte en 2019. On a eu quelques soucis de la part d'Enedis pour le raccordement électrique de la pompe à eau pour pouvoir arroser ses légumes. Donc la récolte n'est pas complètement satisfaisante en 2019, et puis il découvre le terrain, donc voilà, c'est une année un peu test. Mais en tout cas, il a l'air relativement satisfait. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise surprise sur le terrain. Donc il fait un peu de tout. Voilà, il fait plein de choses. Et voilà, donc il teste, ça marche, ça marche pas, ça je reprends l'année prochaine. Alors est-ce qu'il va faire le pas? Nous on l'incite fortement, mais encore une fois, c'est un chef d'entreprise, c'est son bébé, c'est pas nous qui allons lui dire ce qu'il doit faire, quoi, et comment il doit le faire. Donc c'est ça qui est vraiment compliqué. Nous on communique à fond sur ce qu'il fait, on essaie de l'inciter, etc., d'apporter des réponses à chacune de ses questions. Mais le cheminement, c'est dans sa tête, quoi. C'est lui qui doit. C'est l'empowerment, hein. C'est lui qui doit faire le dernier pas, quoi. Mais je pense que s'ils étaient déjà 2-3 agriculteurs dans la même situation sur les terres à côté, ils se donneraient du courage, parce qu'à CC Aglo, c'est vrai qu'on a un espace test agricole où ils sont 3 porteurs de projets à avoir été lauréats, et du coup ils discutent ensemble, ils se donnent des conseils, et ça marche bien comme ça. Après, pour qu'ils soient eux porte-parole après au plus grand nombre du reste de la. C'est ce qui se passe à la ferme urbaine de Grande-Sainte, où ils sont 3 installés pour l'instant. Et on sent qu'il y a un début de travail collectif qui est en train de se faire.
Mais voilà, pour l'instant, sur les... C'est la question que j'allais poser, du coup. Donc, c'est le seul agriculteur, on va dire, conventionnel, qui a investi les terres que vous mettez à dispo. Donc, en fait, sur les 10 hectares, donc il y a 2,4 à Tétéghem qui sont, ça y est, on a fait une récolte dessus en 2019, donc l'appel à projet était en 2018. Là, en 2019, on a lancé 2 autres, 6 hectares sur Coudekerque, Branche, et 2 hectares sur Grande-Sainte. Et là, clairement, voilà, on est dans la période hivernale, là on est sur on va dire l'aménagement du terrain, etc. Il y aura une première récolte en 2020. Là, on fait les jurys de sélection au mois de janvier, là, fin janvier, début février. Et puis, si possible, l'agriculteur s'installe et première récolte en 2020. Mais c'est vrai qu'on est au début de la démarche. Mais vous adressez autant, je veux dire, aux agriculteurs de métier qu'aux néo. On passe par le site internet de la CUT, c'est public, c'est les réseaux de la chambre d'agri, etc. On a même pour une petite anecdote, une entreprise de Paris, de région parisienne qui est venue nous voir, avec un modèle basé sur la phytoremédiation et très industriel, tracteurs connectés, etc. Et clairement, eux, c'était pas les 2 petits hectares qui les intéressent, mais c'était comment avoir accès aux élus via cet appel à projet pour leur dire bah, attendez, votre modèle, ça marchera pas, les agriculteurs ils gagnent pas leur vie, etc. Il faut passer à l'agriculture 3.0 avec beaucoup d'internet, etc. C'est assez rigolo. Ce qu'il faut bien à Dakar. Pardon ? L'agriculture 3.0 à Dakar qui se passait faire. Bah, en tout cas, on est sur un modèle industriel, mais on n'est pas encore sur l'agriculture hyper connectée et tout ça, et c'est clair que ça pose beaucoup de questions en matière de durabilité, quoi, hein, par rapport au modèle du maraîchage plus résilient, etc. Oui, avec sur Dakar aussi, quand même, une spécificité, c'est qu'on n'a pas qu'une agriculture nourricière. On a aussi production de matières premières, et puis il y a la matière première, le lin, et les chrysanthèmes, qui ne va pas être facile de manger tout de suite. Voilà. Et sur la filière lin, c'est quand même une filière qui est très structurée et puissante. Enfin, c'est chaud. Oui. Alors effectivement, le lin, c'est la région en Europe une des seules qui est capable de produire du lin, qui est exporté en Chine ou ailleurs, etc., et qui revient par la suite en matière en produits dérivés. Et on essaie de relocaliser un peu tout ça. Donc il y a des démarches sur des gobelets en lin, des choses comme ça. Donc c'est tout nouveau, quoi. Mais la question se pose en tout cas. Les producteurs de lin, ils gagnent bien leur vie. Il n'y a pas de question, pas de problème de ce côté-là. Les producteurs de lin, ça va à peu près. Il y avait une deuxième remarque que je voulais faire par rapport à vos propos, c'est sur les biens de matière première. Donc il y avait lin, chrysanthème, ah oui, l'horticulture. Alors, c'est marrant parce que dans la publication que j'ai laissée ici, sur du CRG, donc Centre régional des ressources génétiques, en fait, dans les années 60, les maraîchers de Rosendal, parce qu'il y avait une espèce de zone nourricière autour de Dunkerque à Rosendal, c'est quasiment plus, hein, tout à fait, ont basculé dans l'horticulture pour au départ diversifier leurs sources de revenus et assurer des revenus plus stables. Voilà. Et en fait, la fleur étant beaucoup plus rémunératrice, moins fatigante que la production de légumes, au fil des ans, tout le monde est basculé dans l'horticulture. Et les horticulteurs qu'on rencontre, parce qu'on leur dit, voilà, agriculture urbaine, pourquoi vous voulez pas revenir aux légumes, quoi. Ce serait tellement simple. Ils nous disent, moi, si vous voulez, je vous fais des légumes, moi, que je fasse des fleurs ou des légumes, c'est pareil. Mais faut payer le prix, quoi. Et pour l'instant, le chrysanthème est beaucoup plus rémunérateur que le chou-fleur ou que le poireau, quoi. Voilà. Donc comment est-ce qu'on met plus d'argent là-dedans? Est-ce qu'on a le droit de mettre plus d'argent là-dedans? Le monde économique qu'il faut revoir. Faire le mouvement de boycott des chrysanthèmes. On va essayer de mourir. D'autres questions peut-être sinon, spécifiquement, pour Antoine plus spécifiquement, moi, je suis très interpellé à propos du CERD, évidemment, c'est son rôle, c'est sa fonction, hein, mais sur l'ouverture du discours, et notamment sur un discours qui très tôt a été celui, le durable n'est pas forcément bio. C'est quelque chose que le CERD a porté très tôt. Et je me pose très clairement, alors là, du coup, la question de la résonance, on parlait de l'implication des agriculteurs installés, voilà. Et finalement, aujourd'hui, est-ce que le monde agricole
va davantage vers vous qu'il n'y allait? Est-ce que vous sentez que vous avez davantage de prise? Est-ce que vous travaillez davantage avec les agriculteurs eux-mêmes directement? Alors, vous avez bien compris que je serais en difficulté de répondre de manière aussi précise que l'aurait fait Marie. La posture, elle a été dès le départ celle d'identifier les points de divergence, de dissensus, et de dire qu'il y a malgré tout des points de convergence sur lesquels on peut se mettre d'accord. Donc, ne pas être dans la ségrégation a priori des acteurs. Ceux qui ont, ça a été plus dur pour les acteurs du bio qui pensaient qu'on était leurs copains. Et à la base, oui, on est plutôt leurs copains, évidemment. Mais néanmoins, il fallait qu'on tienne aussi une posture pour être crédible vis-à-vis aussi des acteurs qu'il s'agit de faire changer. Et notre but, c'est pas d'essayer d'être dans l'accompagnement des plus purs de la production avec le moins d'intrants chimiques ou autres. Ils ont déjà leur réseau. On va pas venir se substituer à des choses que des acteurs font déjà très bien. Bio de France bosse très bien, AproBio bosse très bien, et on bosse très bien avec eux. Mais au contraire, il fallait qu'on montre qu'on était en capacité de travailler avec chacun. Et c'est pour ça que, dans le cadre d'ailleurs du réseau rural français à Montréal, il y a eu toute une série de travaux qui avaient été engagés autour des circuits courts alimentaires, sous leurs différentes formes. Et donc nous, on a été amenés à travailler et à produire des écrits avec la Fédération régionale des CUMA, avec le GAM Nord, avec Terre de Liens, donc avec une diversité d'acteurs aux obédiences d'agriculture diverses, on va dire, là-dessus, avec l'université de Lille 1, qui s'appelait encore Lille 1 à l'époque aussi, sur certains travaux. Et ça a été aussi une porte, de dire oui, on est quelqu'un, on est un acteur qui peut vous aider à dialoguer sur la recherche de solutions là où vos débats politiques peuvent se faire ailleurs, concrètement. Et il ne s'agit pas de l'effacer. Il s'agit de tenir la ligne derrière, c'est la durabilité. La durabilité, il y a différentes dimensions derrière, et puis c'est un processus. Et dès lors que c'est un processus, peut-être que la transition vers le bio peut être la quatrième étape après d'autres préalables, et ça dépendra évidemment de la situation de chaque intervenant, de chaque territoire, etc. Parce qu'il n'y a pas dans tous les territoires un président d'agglo et un VP ultra motivé qui vont dire je vous comprends mais je suis pas d'accord parce que moi c'est ça ma ligne, le 100% bio, etc. Il n'y en a quand même pas partout encore des territoires qui portent cette position-là. Et je termine juste avant c'est juste derrière après, c'est le travail, l'accompagnement direct des producteurs, ça on n'est pas à ce niveau-là. On est vraiment au niveau du territoire. Dans le réseau Rédi, par exemple, il y en a. Mais il y en a, oui, qui viennent participer aux échanges, oui, il y en a. Mais vous ne travaillez pas encore directement. Mais on ne fait pas du travail direct d'accompagnement, c'est des lieux pour faire la culture collective, qui sont ouverts. Il faut juste dire, j'aimerais bien venir, vous êtes le bienvenu. Et vous communiquez auprès d'eux pour effectivement ils viennent. Avec nos petits moyens, notre site internet, notre newsletter, et puis derrière c'est aussi le bouche à oreille dans ces réseaux-là. Globalement, il y a quand même, il y a plus de 90 structures ou acteurs qui sont présents désormais, donc ça a pris une certaine résonance, véritablement, que ce soit des collectivités, des institutions, des acteurs économiques, producteurs de transformation et autres. Donc ça a une bonne dynamique. C'était une question, j'ai peut-être pas bien compris, là, le 100% bio et local, c'est pour l'approvisionnement de la ville, de la du territoire, d'accord. Alors, d'où une question, vous n'avez pas peur, parce qu'on sait que dans le discours politique, c'est là où la politique agricole alimentaire, c'est une politique, donc c'est un discours. On voit effectivement certaines agglomérations, certains maires tenir ce discours, plutôt ceux qui commencent sur l'agriculture que ceux qui ont déjà 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience de politique agricole territoriale. Et la question que j'ai, moi, c'est la même chose sur l'autonomie alimentaire. Dans le Grand Est, depuis qu'ils ont vu le classement Utopie, ils ont vu que Strasbourg était en tête avec 3%, ils veulent tous faire 3%. Quand on déconstruit le chiffre, ils ne veulent pas dire grand-chose, ce chiffre. Donc,
On sait que la Suisse a mis plus de moyens pour laquelle l'autonomie et la souveraineté alimentaire est une politique considérable, et 59% d'autonomie. Donc, ça veut dire que, de toute manière, comme vous dites, l'autonomie c'est un objectif, mais le coup d'après, c'est quand même de regarder comment on va hybrider circuit court, circuit long, comment on va organiser tout cela. Alors, faut-il vraiment partir d'un discours, vous me pardonnerez l'expression, mais pour être Kerzanville, je peux me permettre ça, un petit peu simpliste, caricatural, pour après rappeler que c'est pas si simple que ça. Et quitte à créer des réactions des uns et des autres. Une dernière chose, si vous me permettez, pour reprendre les propos de Nicolas Bricas, de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, l'agriculture, c'est production nourricière, production de matériaux, production d'énergie, et notamment l'agriculture ornementale. Est-ce qu'on est à une époque, moi pour avoir commencé ce type de politique dans les années 80, en Rhône-Alpes, on ne vendait l'agriculture que sur les services écosystémiques. Maintenant, on ne vend l'agriculture que sur le nourricier. Vous êtes sûr que c'est une bonne solution aussi, ça? Non, je partage complètement et vous avez tout à fait raison. D'autant plus qu'il y a certains acteurs, le port, parce qu'il y a un terminal céréalier sur le grand port maritime, voilà, nous disent attention au discours un peu simpliste, local, etc. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a, enfin, je ne suis pas dans la tête des élus, mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin de simplifier le message pour qu'il soit porteur. C'est-à-dire il y a un effet choc, il y a un effet un peu comme ça, un peu obus, quoi. C'est voilà, le 100% bio, 100% local. Boum. Maintenant, les techniciens doivent évidemment remettre en perspective tout ça. Et nous, on sait bien que de toute façon, cet objectif-là est inatteignable et qu'on vit dans un monde mondialisé et comment on arrive à mieux travailler avec l'ensemble des acteurs. Mais enfin, pour moi, je trouve que ça pose quand même des gros problèmes d'inégalité de position. C'est-à-dire, moi, je ne vais jamais rivaliser avec des grosses entreprises de l'agroalimentaire comme Bonduelle, comme McCain, etc. Moi, la demande dans les marchés publics sur la patate, si Bonduelle il arrive derrière et qu'il propose de prendre un volume beaucoup plus important, ben voilà, l'agriculteur il ne va pas réfléchir longtemps, quoi. Donc si vous voulez, c'est comment on arrive à, avec les outils dont on dispose, donc la contrainte réglementaire, le levier financier, le discours politique, comment on arrive à changer les pratiques avec les leviers dont on dispose. Mais évidemment, on n'a pas toutes les clés pour répondre à ces questions-là. Il y avait une deuxième question. Sur le type d'agriculture, et notamment sur la question de l'agriculture ornementale, est-ce que vous êtes sûr qu'il faut supprimer l'agriculture ornementale? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre, parce que je ne suis pas un expert de ce que vous entendez par... Sur le fait de faire qu'il faudrait revenir... Arrêter de faire des fleurs. Arrêter de faire des fleurs. Alors, c'est une évolution, alors que dans notre réseau, il y a aussi Angers. Angers, c'est le pôle de l'agriculture ornementale. Puis des fleurs qu'on importe d'ailleurs, etc. Et Horticole d'Angers, on le sait, elle tient en partie grâce à ça, alors que, comme vous l'avez dit, la plupart des zones maraîchères françaises, elles ont disparu. Forcément, les montées de sol. Alors, est-ce qu'on est sûr que non, mais c'est comme circuit court, circuit long. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est comme circuit court, circuit long. Je pense qu'il y a une simplification du discours à un moment donné pour des questions d'efficacité. Et que derrière, tout notre boulot à nous, avec la recherche, avec l'ensemble des acteurs économiques, c'est de complexifier le discours, avec le CERD et bien d'autres, de pouvoir reprendre un peu de hauteur par rapport à ça. Ouais. Vous n'avez rien contre la fête des morts? Non, pas particulièrement. Après, sur cette question-là, la concurrence dans l'usage des terres et les types de production, elle se pose à différentes échelles. Mais ça renvoie, enfin je crois que les anglo-saxons, c'est 4F, Food, Forest, Feed et le dernier, je sais plus, Fuel. Donc les agrocarburants, l'alimentation animale, etc., qui crée aussi beaucoup de tensions sur les marchés mondiaux, dans les usages et la montée des agrocarburants. On attend que les matériaux agricoles, c'est aussi de chambre, c'est pas que... Oui. C'est pas que c'est du chambre. C'est qui sert à l'isolation. Oui, j'ai bien compris. donc voilà, donc derrière, c'est vrai que je pense qu'il y a les spécificités territoriales, mais je pense que la dimension
non fractale qui a été dite. Il y a l'histoire, il y a les spécialisations aussi en termes de métier. Et puis derrière, c'est comment on arrive à trouver des bons arbitrages au niveau territorial. Et c'est vrai que c'est le rôle aussi des élus d'y travailler, quoi. J'avais peut-être une remarque sur l'horticulture quand même. Le modèle aujourd'hui, il est extensif. C'est-à-dire les horticulteurs me disent moi, si je veux faire plus de chiffre d'affaires, il faut que j'achète plus de terrain parce que je suis au taquet. Alors que je suis persuadé que dans la production de légumes de qualité, il y a moyen d'avoir des marges et des rendements beaucoup plus intéressants. Parce que finalement, c'est un peu Highlander, quoi. Ils se battent tous et à la fin, il ne restera qu'un qui aura toutes les parcelles de fleurs. Mais il n'est peut-être pas dit que sur l'horticulture, il n'y a pas des évolutions de système, d'adaptation. Oui. Et le problème, c'est la perte du savoir-faire. Hein. Tout à fait. Qui est hyper mécanisé. Et honnêtement, les ceintures vertes pour le maraîchage. Ouais. Et moi, j'ai vu des choses pas très nettes, je ne devrais pas le dire, mais j'ai vu des travailleurs réfugiés qui bossent là-dedans parce que c'est pas un métier très qualifié. En gros, il y a des plans. Et voilà. Moi, certains, je me pose des questions, quoi. Parce qu'il y a quand ça d'un côté, il y a la question migratoire. Enfin, voilà. Question Anne, tu avais des questions peut-être? Alors, plus des remarques que des. Alors, ça s'adresse aux deux en fait. Se poser la question, faire le lien aussi avec les présentations qu'il y a eu ce matin, parce que c'était un petit peu en filigrane dans vos présentations, notamment l'articulation des échelles. On en a beaucoup parlé ce matin, cette dimension multiscalaire. Quand vous parliez par exemple de ce problème d'avoir une connexion entre ce qui est produit sur le terrain par rapport à ce qui est consommé, vous avez essayé de parler un petit peu des leviers d'action. Moi, je vais reprendre ma casquette d'économique. J'ai beaucoup de mal avec ça, dans le sens où on a quand même des acteurs qui, quelque part, sont aussi énormément orientés par les cours. Hein. Je prends un exemple assez simple, qui, moi, est assez symptomatique, où je vis davantage du côté du Loiret. Ce qui est aussi un problème au Marais-Poitevin, c'est des acteurs qui se sont lancés sur la culture du maïs, fortement gourmand en eau, donc qui changent complètement les milieux. Quand on leur pose la question, forcément, ils sont influencés par le cours du maïs aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on revient sur la rentabilité. Donc, une question là-dessus, sur les leviers d'action, finalement, c'est aussi une question d'incitation. Quelle est la bonne incitation et comment on donne les incitations et comment on les fait perdurer dans le temps? Et alors, cette question d'échelle, il y avait notamment l'exemple de Grand-Saint qui s'était lancé sur plutôt du 100% bio, pas forcément du 100% local. Alors, une première question, qu'est-ce que vous entendez à travers le local? Parce que finalement, est-ce que la question des fruits et légumes, est-ce que si c'est effectivement plus simple, écologiquement parlant, de faire du kiwi du côté en Aquitaine, est-ce que le kiwi d'Aquitaine ne reste pas local finalement du point de vue de Dunkerque? Et voilà cette question-là, en fait, aussi de qu'est-ce que vous entendez à travers local. Et alors, juste, voilà, j'ai du mal à organiser ma pensée, mais ça revient aussi là-dessus, parce que du coup, le focus est beaucoup mis sur l'aspect environnemental. Mais quelque part, j'en reviens aussi sur les différentes dimensions du développement durable. L'avantage pour moi, hein, encore une fois, je ne vais pas forcément faire la partisane du bio, mais ce que j'y vois, c'est que l'impact direct environnemental, on le saisit bien, voire sanitaire aussi, hein, parce que quand on interroge les gens, c'est moins le problème environnemental que ça pose que les problèmes sanitaires. Finalement, quel est l'impact sur ma santé lorsque je consomme quelque chose qui n'est pas bio? L'avantage que j'y vois, en tout cas, l'aspect que j'y vois pour un politique qui prend la décision de faire du 100% bio, j'ai l'impression que c'est une dimension peut-être aussi un peu plus collective, dans le sens où il se dit cet impact un petit peu qu'on appellerait nous en économie le NIMBY, c'est-à-dire c'est pas chez moi, alors à la limite peu importe ce qui se passe là-bas parce que moi j'en subis pas les conséquences. Le fait de se lancer dans du 100% bio, quelque part, ça remet aussi la connexion entre non, j'ai une vision plus globale, peut-être que quelque part je m'engage dans une démarche durable sur mon territoire, mais j'en garde la préoccupation de mon impact au niveau global. Ce que je ne vois pas forcément sur le côté local, qui peut davantage être pour le coup, une sorte de posture plus politique de mon local, mon territoire d'abord, puis on verra plus tard ce qui se passe par la suite. Et là, pour moi, ça pose vraiment aussi une vraie question, parce que je pense qu'à long terme, on a des problèmes de vrais conflits, en fait. Hein. Conflits entre individus, entre populations. Chercher du local pour soi-même, enfin du durable pour soi-même, attention, ne pas perturber les équilibres ailleurs. Alors, sur le bio, je peux quand même éviter des séquences qui ont été
trop hostile au bio, c'était une posture d'ouverture. On a d'ailleurs pas mal travaillé sur les bénéfices, les ricochets économiques notamment, des transitions d'exploitation en bio pour les territoires, pour préserver la ressource notamment en eau. Avec, tu as cité ce que fait Berlin, nous on avait organisé avec le GAVNOR à l'époque, de France maintenant, un voyage d'études de plusieurs jours à Augsbourg et Munich pour étudier la manière de contractualiser avec les producteurs agricoles qui étaient sur des champs captants et qui permet d'économiser la construction de nouvelles centrales d'épuration, de dépollution des eaux à l'échelle de Munich. Donc on a documenté aussi ces bénéfices-là et derrière, avec les préoccupations de santé environnementale, on n'a pas parlé du glyphosate ou des perturbateurs endocriniens dans l'air, etc. Mais on est aussi sur ces questions-là. Donc, en gros, c'est éviter l'approche brutale, parce qu'il y a d'autres acteurs donc il faut aussi entendre que les producteurs conventionnels sont complètement acculés et méprisés par rapport à leurs pratiques, alors qu'ils sont endettés par la mécanisation des années 60. En fait, il y a aussi tout l'écosystème qui les empêche de passer le pas en grande partie. Donc ça marche. Ensuite, c'est la dimension, le lien, en gros, local, global, des marchés. Nous, encore une fois, on n'accompagne pas directement les producteurs, c'est plus une réflexion au niveau de ce que veut faire la collectivité. Une politique d'alimentation durable, c'est réfléchir comment améliorer la qualité et derrière pouvoir jouer sur les outils d'urbanisme, l'accompagnement, et pourquoi pas essayer de recapter la plus-value économique dès lors qu'on se dit mais là on a de la production de produits de qualité et en même temps il n'y a personne qui est en capacité ou avec la volonté de porter un projet économique de transformation locale. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver pour reboucler une production et de la transformation et de l'augmentation de la plus-value localement, enfin, c'est le discours de Jean-Luc Allais qui porte fortement sur l'Audoésie, en disant il y a peut-être moyen aussi de faire un peu de développement économique là-dessus, dès lors qu'on a des savoir-faire qui peuvent être reconstruits et intéressants sur le territoire. Alors derrière, être dans une logique de développement local, peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin de se mettre dans une logique de concurrence par rapport à des territoires plus lointains. Je pense qu'on est sur malgré tout des projets assez micro à ce stade-là, et pas directement en lien avec les évolutions des cours mondiaux, sauf si vraiment on est quand même sur des choses qui tournent autour effectivement de maintien de maraîchage ou d'exploitation assez petite. On n'est pas sur de la grosse agriculture céréalière dans ces cas-là, il me semble. Après, je ne maîtrise pas bien, mais... Même, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a perdu des surfaces maraîchères dans certaines ceintures vertes de maraîchers importants. Je pense à Toulouse, Grenoble, Lyon, etc. On a perdu ce genre en volume, on a perdu du maraîchage alors que se développent des installations en bio ou sur des circuits alimentaires de proximité. Et si on faisait la balance, on est encore en déficit. Sans parler de l'île de France, moi, le niveau d'exploitation maraîchère de l'île de France, là, on a quand même un vrai problème. Alors, on a un transfert intéressant, mais qui ne compense pas. Mais quand même, qui ne compense pas. Et alors, la question que je me pose moi, c'est quelle est la marge de manœuvre et le poids véritable d'une commune, d'une interco face à ces mouvements-là, qui, pour le coup, moi, interpellent beaucoup plus la politique, la PAC et la politique agricole nationale sur la manière... Enfin, je pense que les acteurs territoriaux font avec leurs petites mains, leurs petits bras pour essayer de maintenir les choses, mais l'impact derrière par rapport au grand cours et... voilà, ma réaction de néophyte, mais peut-être que là, si vous avez des travaux, ça vous intéresse. C'est pas du tout contradictoire à ce que je vous disais. Ce que je dis simplement, c'est que du coup, moi je vous apporte un peu une vision pessimiste dans le sens où j'ai l'impression qu'à l'échelle locale, malheureusement, en fait, pour moi, ce qui me pose vraiment problème dans cet aspect un petit peu de développement durable, c'est que j'ai l'impression que c'est une grosse machine à mettre en route. Et que malheureusement, lorsque c'est simplement des petits maillons de la chaîne qui s'activent, il y a d'abord une telle inertie que finalement, c'est soit du combat qui n'avance pas,
Et au-delà de ça, là où j'ai l'impression, encore une fois, qu'est-ce qui nous assure que lorsqu'on agit localement pour le développement durable, avec une vision de développement durable, on n'est pas en train d'exacerber des déséquilibres ailleurs qui font que... Parce qu'on est dans un système qui finalement s'auto-entretient aussi, quoi. C'est plus ça, en fait, qui me gêne. Est-ce que, quelque part, j'espère pas qu'on en sera là, mais si j'ai une vision très pessimiste des choses, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des conflits à plus long terme, parce que chacun se sera pris une sorte de sa petite niche de moi je m'assure un petit peu mon développement durable par la suite. Il faut questionner qu'est-ce qui met en mouvement les acteurs. Or, c'est qu'est-ce qui a m'apporté en termes de dynamique de changement. Sinon, les acteurs ils disent faudrait changer tout le système et moi j'en suis pas capable. Donc soit on fait la révolution, enfin je caricature, soit on fait la révolution où on attend l'effondrement et il y a des acteurs qui sont dans cette position très clairement, soit on essaie de voir comment à l'échelle, le local c'est aussi une échelle où on a le sentiment d'avoir quand même quelques leviers à actionner. Et pas tous, pas tous. Il y en a plein qui sont inaccessibles au niveau local. Le réglementaire, le machin, il y a plein de choses qui ne sont pas... Mais néanmoins, une volonté d'essayer d'agir pour améliorer les choses. Oui, certes, c'est là où on vit. Après, on peut aussi faire des choses avec des coopérations décentralisées ou avec des territoires voisins. C'est aussi toute la logique des expérimentations autour des réciprocités urbain-rural qu'on voit émerger. Je pense notamment, on avait un peu travaillé ça l'année dernière, mais sur des territoires qui ne sont pas forcément limitrophes entre l'agglomération de Brest et le territoire cœur de Bretagne, ils ne sont même pas limitrophes, mais ils sont dans des échanges de flux de matière, de compétences, sur la santé, etc. Donc des recherches de coopération qui soient mutuellement bénéfiques pour essayer de ne pas être non plus dans une logique je fais ma transition à moi sur mon territoire et puis le reste, on rien à faire. De toute façon, on sera tous perdants si on fait ça. C'est une certitude. Peut-être, bien entendu, il y a quand même un certain nombre de recherches un peu, c'est vraiment des enjeux très très forts, ça. Il y a aussi, je me souviens à une époque avoir travaillé, on avait travaillé avec un consultant de Château-Renard, un grand consultant en fruits et légumes, et sa vision des choses était que, parce qu'on est assez ridicule, là, les derniers chiffres de l'INRA en approvisionnement des aires urbaines, je crois qu'ils poussent un peu, on a 10%, parce qu'on se donne un chiffre, etc., on était à 6, 7, 8%. Donc, le consultant estimait qu'on pouvait monter à 16% et moyennement une professionnalisation monter à peut-être même, lui disait-il, à 32% du marché local. Comment plus on perd des volumes de maraîchage? À l'heure actuelle, on n'est pas. À l'heure actuelle, il y a quand même. On est encore une niche de marché, des segments de marché. On n'est pas dans quelque chose qui désorganise. La désorganisation des filières, elle serait à regarder. C'est là où on a besoin d'études et de recherche. Pas tellement pas, c'est le pion. Alors, les leviers, quand même, ça dépend des régions, mais quand vous avez un ligne comme l'Homme, le marché de Corbas sur Lyon, et puis lorsque vous travaillez, il faut voir aussi comment la grande distribution joue par rapport à certaines collectivités, peut-être pas plus. Le rapport Terranova qui vient de sortir, la FNSEA estime, la FNSEA à 28 milliards, le marché de la restauration dans le domicile. La FNSEA dit ça à l'heure actuelle, parce que ça signifie. Et il y a je voulais dire aussi qu'il y a un levier important, ce sont les habitants aussi des territoires. Parce que nous, quand on a un agriculteur qui m'appelle et qui me dit je veux passer au bio parce que j'en ai marre qu'à chaque fois mes voisins ils me traitent d'assassin, ils se sentent un peu acculés, on ne sait pas comment on va y arriver à les aider aussi, mais il y a cette vision aussi de l'habitant qui est hyper important sur le regard qu'ils portent sur leur alimentation, sur leur environnement. Je suis d'accord, mais vous aurez peut-être aussi le même habitant qui vous dira qu'il aimerait bien continuer à payer sa tomate 99 centimes. Oui, bien sûr. Et des fois, c'est le même. En fait, moi, je vous parle de projet, je suis vraiment actif politiquement parce que, comme vous disiez, je reste un peu convaincue. On ne doit pas rester dans l'inaction, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'en baisse pas les bras parce qu'on dit que la tâche est trop longue. Mais je reste quand même assez pessimiste sur ces choses-là. Notamment, très longtemps, on disait qu'il faut de l'éducation, il faut parler aux gens. On est à une période de l'histoire où on n'a jamais été autant éduqué, en tout cas dans les pays occidentaux, et on est aussi à une période où on n'a jamais autant dégradé l'environnement.
Et quand vous parlez, moi c'est ce qui m'intéressait à faire aussi dialoguer à la fois académie, acteurs de terrain, témoins, et nous-mêmes, on n'a pas qu'une seule casquette. Au sein de nous-mêmes, on est citoyens, on est consommateurs. Et même nous-mêmes, on est déjà schizophrènes sur ces questions-là. Bien sûr. Donc on est vraiment quand même face à quelque chose qui est... Comment bah moi la première, je le cache pas. Mais enfin, voilà, c'est... moi j'apporte à chaque fois la petite note décourageante, hein. Ça m'encourage de voir au fond l'optimisme de la salle, mais c'est vrai que... Et je suis complètement d'accord. Les habitants sont vraiment le pied là-dessus. Hein, mais il faut éventuellement derrière aussi qu'ils soient eux-mêmes dans leur action, qu'ils soient aussi confrontés des fois à ce paradoxe. Et je pense que ça marque aussi énormément. Parfois accompagner les gens, voir leur discours et leurs actes, les amener à être... je ne suis pas du tout fanat du name and shame, mais quelque part aussi des fois leur montrer qu'à travers leurs actions, ils se donnent peut-être bonne conscience, mais leur action fait qu'on reste dans cette inertie. Il y a les influenceurs. Les médias, les machins, tout ça, qui participent aussi de... Tu le dis pour les consommateurs, Anne, mais pour les industriels, ça marche aussi. Et eux en premier lieu. Hein. C'est quand même eux qui... Parce que là, on est beaucoup à parler des initiatives qu'il faut développer, mais il y a aussi des bonnes pratiques à développer, mais il y a aussi en face des bonnes pratiques qu'il faudrait sanctionner. On va être prudent sur le temps, parce qu'il y a des trains vers 17h, mais à propos de pessimisme ou d'optimisme, je ne sais pas ce que c'est, mais vous parliez, Pierre, à propos de Dunkerque, d'une étude sur la qualité des produits locaux. C'est une étude sur les produits, c'est pas une étude sur les sols. Alors, et vous avez l'air très optimiste. Et si c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'a donné Fos-sur-Mer et quelle ampleur pour l'étude, et sur quel périmètre, et pourquoi pas les sols? Alors, donc, en fait, pour répondre à monsieur, donc Fos-sur-Mer, c'est une association environnementale, a fait une étude en achetant des produits locaux dans la région de Fos-sur-Mer, qui est un bassin industriel assez similaire à celui de Dunkerque. Et elle a envoyé tout ça au laboratoire et a fait des relevés sur les différents polluants présents dans les aliments. Et effectivement, il y a eu des résultats un peu inquiétants. Et du coup, ça a fait un peu de bruit dans le Landerneau, ça a alerté un peu les élus locaux, etc. Les producteurs locaux qui n'avaient jamais fait ce type d'analyse, alors qu'ils sont censés quand même faire attention à ce qu'ils vendent. Et du coup, nous, évidemment, on a eu un courrier d'une association environnementale dunkerquoise qui a dit on veut faire la même étude sur Dunkerque. Donc le président a dit oui, on y va, avec l'asso dans le tour de table. Alors, pour répondre sur les études de sol, nous, systématiquement, sur les terrains qu'on passe au bio, on fait des études de sol. Voilà, pour dire, c'est plutôt un sol sableux, c'est plutôt tourbeux, il y a tel ou tel truc, enfin voilà. Donc ça fait partie des infos qui sont données pour l'appel à projet, comme ça l'agriculteur peut déjà se positionner et voir un peu ce qu'il veut faire sur la parcelle. Sur les aliments, j'ai envie de vous répondre, si les résultats sont mauvais, est-ce qu'on aurait eu tort de ne pas la faire? Non. Voilà, je veux dire, peu importe le résultat, on a intérêt à la faire. La question sur les sols, il y a la question de la nature et la structure, c'est biologique. Hein. Oui. Les questions des polluants. Est-ce que ça c'est fait sur les sols que vous faites en bio ou pas? Parce que là, il y a une prise. Non, mais c'est ouvrir la boîte de Pandore. Il faut le faire, mais quand la boîte va s'ouvrir, alors, ça va être rock'n'roll. Ouais. Alors, ça peut remettre en cause beaucoup de choses. Oui. Alors, on a vraiment alerté nos élus là-dessus, en disant que au niveau de la communication, il va falloir mettre en place une stratégie de communication, parce qu'il va falloir gérer la publication des résultats, parce qu'évidemment, le discours, c'est tout sera transparent, vous aurez tout sur le site internet de la communauté urbaine, vous pourrez regarder, etc. Et de toute façon, l'association environnementale veillera au grain. Et donc du coup, il faut qu'on mette en place le comité de pilotage pour gérer ça. Et moi, j'avoue que je ne suis pas dans le détail, donc ma chef de projet pourrait vous dire s'ils ont fait des études de polluants, etc., sur les différentes surfaces. Moi, le discours que j'ai de la part de mes collègues, c'est que les rejets, notamment gazeux, fumée, etc., ça part dans l'atmosphère et ça ne retombe pas là tout de suite au pied de l'usine.
Et de toute façon, vous imaginez bien que tous ces sites sont extrêmement contrôlés, Non, mais extrêmement surveillés par l'ADREAL, il y a, par la non, mais BBC. il y a le présent Dunkerque. Il y a le Il y présent a le Dunkerque. stock, ah bah oui. Mais il y a un historique lourd. Ouais, ouais. Ah ouais. Si c'est surveillé. Bah oui. Les sols surveillés. Ouais. Et puis quoi chercher aussi, parce que chaque polluant a sa réaction différente au niveau des laboratoires. On cherche, on va trouver ce qu'on cherche. Alors, nous on s'est mis d'accord, donc c'est la dioxine, c'est c'est la liste que je vous ai affichée là. Alors, c'est peut-être c'est pas suffisant, hein, mais je suis complètement d'accord, il y a sans doute largement de quoi faire et tout ça. Savoir quels sont tous les passés et pour savoir quels sont les polluants possibles, c'est hyper compliqué. Ah oui, ça coûte extrêmement. En gros, c'est l'assemblement. en gros, je pense que l'objectif, c'est de se dire, est-ce que ce que je vais produire, en gros, ça nuit pas trop à la santé. Je crois. Il faut garder ça en tête, parce qu'effectivement, on pourrait partir dans plein de directions et dépenser 100 000 € pour une étude de sol. Faut qu'on reste un peu rationnel et qu'on fasse un peu une analyse coût-avantage. Non, mais on peut aller très loin. C'est le risque, c'est d'aller très loin, trop loin. Et c'est vrai que vous parliez de Douai, ce qu'il faut aller chercher sur Douai, on avait une petite idée quand même. Et ça a déjà été cherché autour de Metal Europe, il y a Nistar aussi, et Zinc, enfin voilà, Douai, il y a aussi des inquiétudes. Oui, on sait du coup avec les passés des Voilà, entreprises, mais qu'est-ce qu'il faut chercher. on va certainement vers d'autres zones d'exclusion, vers Nistar, enfin, ça se profile. De toute façon, c'est un questionnement qui est sous-jacent. C'est une question qui a déjà été posée à propos des jardins. Urbains. On n'ose pas la poser pour le reste. Sauf vraiment sur des cas exceptionnels type Metal Europe avec des zones d'exclusion là radicales. Mais c'est une question. On va devoir, je dirais, dans l'opérationnel et dans la communication, se poser. Tu dis, même pour les jardins, je me souviens de l'an passé. Écoutez, nous allons vous remercier et pour la qualité évidemment des interventions, des discussions. Une riche journée, alors on va essayer de partager, de gérer les enregistrements, de récupérer les PowerPoint, de diffuser et de partager un maximum. Alors le programme des 2 autres journées est encore en cours d'élaboration. Les thématiques sont fixées, il y a déjà un certain nombre d'intervenants contactés, certains ont confirmé, pas tous. Donc de toute façon, on vous informe. Sans doute avez-vous rempli la feuille d'émargement et avez-vous indiqué vos adresses email. Non, si ce n'est pas fait, merci éventuellement de le faire pour qu'on puisse vous recontacter. Voilà, écoutez, on termine à l'heure, c'est une très bonne chose, donc chacun pourra reprendre son train dans les meilleures conditions. Merci à tous, merci aux invités, et donc on vous fait suivre pour la diffusion. Merci. Merci.